Ça y est, t'as chopé le coronavirus et tu te demandes à quoi tu vas occuper ta quarantaine? Eh ben ça tombe bien, c'est Raph est de retour avec un petit point culture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour parler culture et plus précisément parler de livres et de séries que j'ai lus ou regardés ces derniers mois. Oui, parce que je pense que le dernier point culture doit dater d'il y a à peu près 3 ou 4 mois, voire peut-être même plus. Je me suis dit que puisque nous allions tous prochainement être en quarantaine et coincés chez nous, c'était plutôt le bon moment pour parler un tout petit peu de comment s'occuper dans cette période assez trouble et étrange. Bon, je vous rassure, hein, même si vous n'avez pas chopé le coronavirus, vous pouvez tout de même regarder cette vidéo, je suis sûre que vous trouverez des idées intéressantes. Donc on va commencer directement par les séries télé parce que je sais que vous êtes plus nombreux à regarder des séries qu'à lire. Donc comme vous le savez, je ne regarde pas énormément de séries à la base, mais il y a notamment une des sorties Netflix de ce début d'année qui m'a particulièrement intéressée. Il s'agit de Spinning Out, qui est une série sur le patinage artistique. Que voulez-vous, il y a des choses qui sont constantes dans ma vie et mon amour pour le patinage en fait partie. En réalité, je n'avais pas besoin de plus que de savoir que cela traitait du patinage artistique pour lancer le regardage de cette série. Le regardage. Oui. Cependant, là où c'est particulièrement intéressant et particulièrement original, c'est que en réalité cette série est bien plus complexe que juste suivre l'histoire d'une patineuse. Bon, même si effectivement nous suivons l'histoire d'une patineuse en solo qui a fait une très mauvaise chute lors d'une de ses compétitions, tellement mauvaise qu'elle s'est fait très mal au crâne, a passé pas mal de temps dans le coma, etc. et n'arrive plus à sauter. Sa carrière de patineuse solo est terminée, mais elle se retrouve d'une manière ou d'une autre à faire du patinage en couple. Et nous allons donc suivre son parcours d'apprentissage de patineuse en couple. Donc dit comme cela, cela ne vous donne peut-être pas envie si vous n'êtes pas comme moi fan de patinage artistique. Mais en réalité, cette série est bien plus complexe qu'il n'y paraît, puisque en réalité, un des thèmes majeurs de cette série, c'est la santé mentale et notamment tout ce qui va traiter de la bipolarité. Donc c'est un sujet qui en plus est plutôt relativement bien traité. Donc la bipolarité, c'est pas quelque chose de très drôle, il y a des moments qui sont très explicites, très graphiques, donc si c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible, je vous conseille pas forcément de le regarder. Sachez que ça traite de bipolarité, ça traite d'hospitalisation, ça traite de médicaments, etc. Et en réalité, le cœur de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on essaye d'être fonctionnel en ayant des troubles mentaux, et ce encore plus quand on est dans une situation professionnelle avec de l'énorme stress, puisque on parle de compétition de patinage à un certain niveau, ça reste du sport. Donc c'est une série que j'ai adorée, j'ai trouvé tous les personnages très attachants. Ça traite aussi de pas mal de problèmes dans le sport et notamment tout ce qui va être abus, puisque bah, vous avez peut-être entendu parler des derniers scandales sur le patinage artistique, hein, les petits entraîneurs qui aiment bien les petites filles, voilà. Donc c'est une série qui est beaucoup plus adulte et beaucoup plus mature que juste une série sur une meuf qui apprend à faire des sauts sur la glace. Je vous la conseille. Et je vous la conseille de ouf malgré le fait que Netflix ait annulé la série et qu'il n'y aura pas de saison 2. Contentons-nous déjà de la saison 1 parce que pour une fois qu'on a une série sur le patin, c'est quand même vachement rare. En parlant de séries sur les maladies mentales, je voulais juste vous parler très rapidement d'une série qui s'appelle The Haunting of Hill House. Donc The Haunting of Hill House, c'est l'histoire d'une famille qui a habité dans une maison hantée et nous suivons petit à petit l'histoire de chacun des membres de la fratrie. Donc je crois qu'ils sont 4 ou 5, quelque chose comme cela. The Haunting of Hill House est une série qui est très belle, c'est une série qui est très bien réalisée et que l'on m'a conseillé. Sauf que je vais vous le dire directement parce que moi j'aurais aimé le savoir, le thème majeur de The Haunting of Hill House n'est pas du tout les fantômes. Le thème majeur de The Haunting of Hill House, c'est le suicide. Le suicide fait partie des choses que je ne veux absolument pas voir en série, ça fait partie de mes énormes trigger warnings. Je ne peux pas regarder une série sur le suicide. Ce n'est pas possible, voyez-vous. Donc au passage, la personne qui m'a conseillé d'aller regarder ça, qui connaissait exactement bien quels étaient mes problèmes par rapport à ce sujet, eh bien, et pour les autres, sachez que c'est une très belle série, mais si comme moi vous avez un certain problème avec le suicide, n'allez pas la regarder parce que notamment il y a un épisode qui vraiment m'a mise très mal, c'est l'épisode je crois 3. The Haunting of Hill House est une très bonne série, elle ne fait pas si peur, tout ce qui est truc effrayant est extrêmement bien dosé. Les personnages sont très palpitants, très intéressants, très attachants. À partir de là, je pense que vous savez si vous pouvez la regarder ou non. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que c'était le sujet principal de la série avant de me lancer dans le visionnage parce que j'ai malheureusement vu l'épisode 3 et je n'aurais pas dû. J'en profite pour vous dire que conseiller des séries aux gens c'est bien, mais si quelqu'un vous dit je ne peux pas voir ça, ne lui conseillez pas une série dont c'est le thème principal. Merci.
Troisième série dont je voulais vous parler et que j'ai regardé dernièrement, il s'agit de You. Donc You, c'est une série Netflix qui parle globalement de Dan Humphrey qui s'est reconverti en stalker, hein, voilà. J'ai oublié son nom dans la série, pour moi ça reste Dan Humphrey. Dan Humphrey est un jeune libraire, tombe amoureux d'une meuf et décide de rien faire de mieux que de la stalker. Étant moi-même une certaine stalkeuse, professionnelle de déterrage des internets, j'ai trouvé ça assez amusant. Sur certains points je me suis dit oups, voilà le stalking de compte Instagram, on connaît tous les bails. Cependant notre cher Dan va à des niveaux assez extrêmes, hein, tout de même de stalking. Et ça escalade assez rapidement. J'ai regardé la première saison qui se regarde vraiment sans fin. Les épisodes s'enchaînent extrêmement bien. Il y a un sacré suspense qui se met en place. Et toute cette histoire de chat et de la souris est vraiment très intéressante. Par contre, je n'ai pas du tout accroché à la saison 2. Donc la saison 2, je ne vais pas vous spoiler, mais globalement, on change la plupart des personnages. C'est un peu comme la saison 2 de The OA. On change complètement d'endroit, on change complètement de thème abordé, etc. Donc voilà, je n'ai pas accroché à la saison 2, mais la saison 1, je vous la conseille. Et enfin, je me suis mis à The Crown. Donc une série sur la vie de Elisabeth d'Angleterre. Parce que, pourquoi pas, en réalité, je m'y suis mise pour une seule raison. J'ai appris qu'il y avait Helena Bonham Carter dans la saison 3 et 4 qui joue la sœur de Elisabeth. Et Helena Bonham Carter est généralement une raison suffisante pour me faire regarder une série. Le problème c'est que The Crown est une série qui pour le moment est assez longue, je ne suis qu'au milieu de la saison 1. C'est assez bien joué et surtout cela me permet d'apprendre pas mal de choses sur l'histoire de l'Angleterre parce que je ne suis pas forcément très calée dans l'histoire moderne de l'Angleterre. Mais je n'ai pas accroché plus que ça, donc je ne sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'à ce que Helena Bonham Carter arrive enfin. Mon dieu, je vous ai quand même parlé de genre 4 séries. Genre Seraph regarde des séries, mais qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie? Ah vraiment trop de travail, hein, ça change une Seraph, hein. Bon, ceci dit, on est bien d'accord, vous n'allez pas passer votre quarantaine uniquement à mater Netflix. Il va falloir quand même en profiter pour lire des livres. Parce que honnêtement, si c'est pas avec le coronavirus que vous vous mettez à lire, vous vous mettrez jamais à lire. Du coup, je vais vous parler de 3 livres en particulier qui m'ont marqué ces derniers temps. Le premier, c'est le tome 4 de La Passe Miroir. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez avoir entendu forcément parler de La Passe Miroir puisque cette série a été un de mes coups de cœur de l'année... pas dernière mais l'année d'avant puisque je les ai lus l'été où j'étais au Japon. La Passe Miroir, c'est une saga de fantasy française écrite par Christelle Dabos qui est une série maintenant complète et terminée en 4 tomes. Je vous avais déjà parlé des précédents tomes, donc le premier tome est un tome qui est assez long et qui met du temps à se développer, qui ne devient réellement intéressante pour moi que dans le tout dernier tiers. Les tomes 2 et 3 sont absolument géniaux et je les ai dévorés à une vitesse grand V. Ça m'a fait ressentir des choses dans mon petit cœur de lectrice que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps puisque j'ai même fait des fanarts. Le 4e et dernier tome de La Passe Miroir est sorti en novembre et je l'ai acheté quasiment le jour de sa sortie. Cependant j'ai mis quelque chose comme 2 mois à le lire puisque malheureusement je fais partie des personnes qui ont été déçues de ce 4e tome. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Si vous avez lu le 4e tome, on peut en parler en MP par exemple sur Instagram ou ce genre de choses, mais je vais pas spoiler. Mais disons que je n'ai pas retrouvé ce que j'ai trouvé dans les tomes 2 et 3. Je trouvais que le tome 2 et le tome 3 mettaient en place un univers qui certes était complexe mais pas trop, de nouveaux personnages qui étaient particulièrement attachants, qui donnaient pas mal de possibilités et qui nous permettaient vraiment d'imaginer beaucoup de choses. J'ai donc retrouvé avec le tome 2 et 3 ce que j'ai pu retrouver pour d'autres sagas de fantasy, c'est-à-dire vraiment cette envie de faire des hypothèses, de faire des spin-offs, de faire des fanfics presque, même si je ne fais plus de fanfic depuis bien longtemps, mais je me suis contentée de faire des dessins. Alors que le tome 4 pour moi est un petit peu retombé sur un soufflet. Je l'avais acheté le premier jour et j'en attendais beaucoup et au final j'ai été assez déçue. Je trouve que la fin du 4 est vraiment quelque chose de très complexe qui n'est pas à la hauteur de ce que je voulais, en tout cas ne correspond pas à ce que j'attendais. Je dis pas que c'est un mauvais livre, mais j'ai vraiment été assez déçue par rapport à ça. Ça me laisse un petit peu en demi-teinte par rapport à cette saga. J'ai tellement aimé les 3 premiers tomes et j'ai été déçue par le 4. Je pense que ce que je ferai probablement cet été, c'est que je referai une lecture complète de toute la saga pour avoir vraiment ce que j'en pense. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otska. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un livre qui est en assez sale état. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres tout simplement, puisque j'ouvre pas mal de mes cartons en ce moment et je fais le tri dans mes livres. Ce qui fait que les livres dont je ne veux plus, dont je n'ai pas envie d'avoir dans ma bibliothèque, etc., je les emmène tout simplement à une boîte à livres dans mon village et je regarde ce qu'il y a et des fois je reprends des livres. Et
Et lorsque j'ai vu ceci, rien que au nom de l'auteur, je savais qu'on allait parler du Japon. Et en effet, il s'agit d'un livre assez intéressant qui parle notamment des femmes japonaises qui ont été envoyées aux États-Unis au début du XXe siècle pour se marier avec des Japonais qu'elles n'avaient pour la plupart jamais vus. Donc c'est cela le thème, hein. Certaines n'avaient jamais vu la mer, dans le sens où on a notamment pris des filles des campagnes et qu'on a fait partir aux États-Unis pour un mariage arrangé avec un Japonais qu'elles n'avaient jamais vu. L'écriture de Julie Otsuka est vraiment une écriture assez particulière puisque tout le livre est une sorte de litanie. Il n'y a pas réellement d'héroïne dans ce livre. Les Japonaises en question sont traitées comme un tout. Alors il est vraiment assez difficile de vous expliquer pourquoi ce livre est aussi particulier d'un point de vue style d'écriture, mais globalement par l'emploi du on, généralement du nous notamment, Julie Otsuka fait vraiment l'impression de la masse de tous ces destins de japonaises et en même temps s'attarde sur quelques destins très spécifiques. Donc il y a une certaine sorte de confusion, il n'y a pas vraiment d'héroïne, on ne suit pas vraiment un personnage, on suit vraiment un peuple. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est un livre que j'ai lu en genre une journée qui fait quelque chose comme 150 pages. Ça se lit très très vite et ça vous éclaire non seulement sur un pan de l'histoire du Japon et des États-Unis aussi, que moi je ne connaissais que très peu. C'est vraiment un style d'écriture particulier que je ne peux que vous conseiller. Donc ici il était aux éditions Phébus, mais il me semble qu'il y a d'autres éditions qui existent de ce livre. Il est facilement trouvable sur Amazon. Si le Japon vous intéresse, si la condition notamment des Japonais et des Japonaises lors de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, hein, puisque bon, le livre commence quelque part en 1920, quelque chose comme ça, et va se continuer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux que vous le conseiller, ça a été une très très bonne découverte. C'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu de lire, ni même je n'en connaissais pas les existences. Juste quand je l'ai vu dans ma boîte à livres, un truc qui parle du Japon, vous vous doutez bien que je l'ai pris direct. Ensuite, une série que j'ai lue en début d'année, il s'agit de Sorcières associées de Alex Evans. C'est une saga de fantasy en 2 tomes pour le moment, je crois qu'un 3e est prévu mais je ne suis vraiment pas sûre. Donc Alex Evans c'est un auteur ou une auteure, je ne sais pas, française. Et nous sommes dans une sorte d'univers un peu parallèle, donc dans la cité de Jarta qui globalement est une cité indienne où les sorcières, les vampires, les loups-garous existent. On est un petit peu dans de la beatlit, mais en même temps on se trouve dans une sorte d'Inde un petit peu mystique et nous suivons 2 sorcières qui font des enquêtes, qui sont un petit peu soit des détectives privés, qui résoudent des affaires en quelque sorte. Donc nos 2 sorcières, Tanit et Padmé, sont très différentes. L'une est mère de famille et médecin bien rangée, etc. alors que l'autre est un petit peu plus en mode YOLO, allons boire dans les tavernes la nuit et faisons des combats de boxe, ce genre de choses. Donc c'est une petite saga qui se lit très très bien. Donc chacun des tomes fait quelque chose comme moins de 300 pages. C'est vraiment très très sympa. Après c'est pas transcendant, ça n'a pas été mon roman de l'année, clairement pas, mais c'est une bonne et saine lecture que je ne peux que vous conseiller si vous avez du temps. Et avec la quarantaine vous en aurez. Enfin le dernier livre dont je voulais vous parler est un livre qui m'a été offert. Il s'agit de ceci, il s'agit du magnifique Histoire de fantômes du Japon illustré par Benjamin Lacombe sur des thèses de Lafcadio Hearn. Je vous avais déjà parlé il me semble l'année dernière du podcast La librairie des yokai. Si vous avez écouté ce podcast qui parle justement des yokai, donc les fantômes japonais, vous devez savoir que Lafcadio Hearn est une référence. Lafcadio Hearn c'est un américain si ma mémoire est bonne qui a beaucoup voyagé au Japon et a écrit beaucoup sur justement les fantômes au Japon. C'est un petit peu l'auteur de référence. Donc je vous montre juste quelques images. Donc c'est à la fois un livre très intéressant à lire, mais c'est aussi un livre qui est absolument magnifique. Donc on retrouve le talent de Benjamin Lacombe qui illustre des textes de Lafcadio Hearn, donc particulièrement intéressant si vous souhaitez par exemple comprendre pas mal de légendes japonaises, ou si vous avez écouté la librairie des yokai et que vous avez envie d'en savoir plus sur les écrits de notre cher Lafcadio Hearn. C'est un livre vraiment très très beau, comme vous le voyez il est brillant, il est de toute beauté, donc il est aux éditions Soleil, c'est du Benjamin Lacombe. Je n'ai aucune idée du prix qu'il coûte puisque on me l'a offert, donc voilà. Donc certaines de ces histoires sont très courtes, j'en font 1 ou 2 pages et je pense même qu'elles peuvent être racontées et lues à des plus jeunes. Je pense que c'est un livre qui plaira autant aux adultes comme moi que peut-être à des enfants préadolescents par exemple, puisqu'on est vraiment sur un livre de contes quelque part. Certes ça parle de fantômes et d'esprits, mais ça me fait penser à des livres de contes que je pouvais avoir plus jeune. Donc vraiment je vous le
conseille. Ça c'est vraiment mon coup de cœur absolu. Vous vous en doutez, je suis une très grande fan de Benjamin Lacombe d'un point de vue illustration, mais avec en plus des histoires de fantômes qui se passent au Japon, autant vous dire que je suis complètement comblée. Et voici qui clôt cette vidéo. A priori vous avez de quoi vous occuper pour un petit moment si vous regardez et lisez ce que je vous ai conseillé. Si vous avez des séries à me recommander, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, j'y jeterai potentiellement un coup d'œil. De même, si vous avez des livres à me conseiller, même si nous savons tous que ma pile de livres à lire est absolument... Nous allons éviter d'en parler, hein, je pense, voilà. Mais bon, nous savons tous que Seraph a un gros problème avec les livres. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, un petit like et à me laisser un commentaire. Dans tous les cas, ça aide au référencement de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne quarantaine. J'espère que vous avez fait le stock de papier toilette. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!